Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour notre 3e rendez-vous société de l'année. Un rendez-vous société où on tire encore le fil de la fraternité et aujourd'hui on va aborder la question du lien entre la fraternité et la laïcité. Donc 3 intervenants pour ce rendez-vous, Yanis Roder, Ismaël Ferrat et Gilles Candard. Mais je passe tout de suite la parole à Karine. Merci. Et donc, comme d'habitude, qu'est-ce qu'on nous allons passer ? Eh bien, nous habitions l'habitude. J'ai vu que Tiffaine était déjà connectée. Bonjour Tiffaine. Donc, eh bien, le récapitulatif en images des articles, de nos articles, les articles du secteur société du mois de novembre. Alors, beaucoup de choses dans l'actualité. Qu'est-ce qu'on a eu, Karine ? Rappelle-moi, on a eu une marche le 24 déjà. Alors, une marche qui a été très réussie. Donc, un article, c'était l'appel de nous toutes, on vous le rappelle. Donc, nous avons militants et militantes, tous pu participer à cette marche et nous avons été nombreux et nombreuses. Ensuite, les Glyph Awards. Il y a eu des Glyph Awards. Tu es au courant, Karine ? Je suis au courant qu'il y a eu des Glyph Awards. Et c'est quoi les Glyph Awards ? En fait, c'est une association qui a décerné des prix, mais des mauvais prix, aux régions dans lesquelles on achète le plus de pesticides. Donc alors ça, et puis alors une mauvaise nouvelle aussi au Brésil. Oui, mauvaise nouvelle au Brésil. Pas mal de choses dans l'actualité et ça, vous allez pouvoir le voir tout de suite parce que c'est nos articles et c'est ceux du mois de novembre. Allez, on y va. Citoyenneté, solidarité. Journée mondiale du refus de la misère. 5 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté en France et les plus jeunes sont les plus touchés par les situations de pauvreté. Il faut passer de la déclaration à l'action. Pour l'UNSA Éducation, l'école non seulement peut, mais doit agir. Le harcèlement entre élèves touche 1 jeune sur 10 en France. Pour l'UNSA Éducation, dire non au harcèlement aujourd'hui, c'est construire l'école de demain. Une école bienveillante et vigilante qui joue la carte d'une prévention efficace du harcèlement et met en place des actions d'action où chaque partenaire éducatif peut jouer son rôle. Comme chaque année, à partir du 1er décembre, Amnesty International lance sa campagne 10 jours pour signer. À partir du 10 décembre, vous pouvez agir pour mettre fin aux violations que les hommes et les femmes qui défendent les droits humains continuent de subir partout dans le monde. Égalité femmes-hommes. L'égalité professionnelle femmes-hommes est bien au cœur des valeurs de notre fédération. L'apprentissage de l'égalité entre les filles et les garçons dès le plus jeune âge est une des conditions essentielles pour faire disparaître progressivement les stéréotypes de sexe, malheureusement encore bien trop d'actualité. L'UNSA Fonction publique décide de signer le protocole égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique. Il estime que ce protocole permettra des avancées concrètes pour tous les agentes et les agents. Pour l'UNSA Éducation, il n'y a pas de doute. Il est primordial que la PMA soit ouverte pour toutes, sans condition ni restriction, et cela au plus vite pour ne laisser plus aucun doute sur la volonté politique du gouvernement. Le 24 novembre dernier, l'UNSA a appelé les militantes et militants à marcher partout en France pour dire stop aux violences sexistes et sexuelles que subissent les femmes. Le Forum mondial de la démocratie 2018 s'est tenu à Strasbourg du 19 au 21 novembre. Il était consacré cette année à l'égalité des genres et aux droits des femmes. Violences faites aux femmes, des rapports inquiétants, une mobilisation essentielle. À quelques jours de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes le 25 novembre, l'UNSA Éducation a fait le point sur les initiatives et les rapports les plus récents. Non à l'extrême droite. Le 1er janvier 2019, Bolsonaro deviendra le président d'une des plus grandes démocraties dans le monde en nombre de votants, un candidat aux idées clairement d'extrême droite. L'UNSA Éducation le répète, l'extrême droite, quels que soient les habits qu'elle revête pour paraître respectable, demeure un danger pour la démocratie. Développement durable. Le Black Friday pour les pesticides, c'est tous les jours en France. Des cartographies de vente de pesticides par hectare de surfaces agricoles utiles en France viennent d'être publiées par l'association Génération Future. L'UNSA Éducation rappelle son engagement fort envers toutes les questions environnementales et s'inquiète de la vente intensive dans certaines régions d'un produit extrêmement nocif. Et voilà, Benoît nous a rejoint pour nous présenter la première interview de ce rendez-vous société. Un rendez-vous société qui ne sera pas exhaustif, si c'est jamais possible. Notre format ne nous le permet pas, mais vous pouvez retrouver toutes nos interviews déjà qu'on a fait sur le thème de la laïcité, de la fraternité sur notre chaîne YouTube. Donc, Benoît, qui allons-nous entendre maintenant ? Alors, première interview de ce rendez-vous, donc sur laïcité et fraternité, c'est l'historien Gilles Candard, qui est un grand spécialiste de l'histoire des gauches, de Jaurès aussi, puisque c'est le président de la Société des études jaurésiennes.
Et donc, bon connaisseur de l'histoire de la laïcité, nous lui avons posé des questions sur les liens entre la fraternité et la laïcité d'un point de vue historique. Et Gilles a accepté de nous répondre. On vous diffuse son interview tout de suite. Quel lien peut-on faire du point de vue historique entre la laïcité et la fraternité ? Il est opportun de faire un lien entre la laïcité et la fraternité. Parce qu'il faut bien le reconnaître, le terme de laïcité est un terme un petit peu abscon, aujourd'hui un peu compliqué, que les gens ne comprennent pas forcément au premier abord. On se demande ce que c'est, souvent on se doute qu'il implique une distance à l'égard du religieux, une critique peut-être, on ne sait pas trop, donc ça satisfait les uns, ça déplaît aux autres, mais les gens sont souvent dans l'expectative. Tandis que fraternité, on voit bien ce que cela signifie. Des relations égales et sympathiques, si possible chaleureuses, entre les différents membres du corps social, qu'il s'agisse d'ailleurs des hommes ou des femmes, fraternité ou sororité. Or, si nous revenons aux principes de la laïcité tels qu'ils sont exposés au début du XXe siècle, on voit bien par exemple que Jaurès y définit la laïcité en se référant un jurisconsulte de la Restauration, ce qui peut paraître d'ailleurs curieux pour un socialiste d'aller chercher un grand jurisconsulte libéral et partisan de la monarchie constitutionnelle, mais c'était comme ça, et puis c'était un grand juriste, Royer-Collard, qui définissait la laïcité en se référant à la démocratie et à l'universalité des droits. Il faut que les droits soient les mêmes pour les uns ou pour les autres, sans discrimination, quel que soit le groupe d'origine, quelle que soit la religion que l'on pratique. Les mêmes droits pour les juifs, pour les catholiques, pour les protestants, pour les musulmans, pour ceux qui ne le croient pas. C'est le principe de base qui est établi, je dirais, dès que la Révolution se fait. Définir la laïcité en se référant à la fraternité me paraît être un bon moyen de mieux se faire comprendre de la société. Du point de vue de l'historien, quels sont les enjeux actuels d'une possible évolution de la loi de 1905 ? J'ai envie de dire que ça dépend. Deux choses à dire. La loi de 1905 est la grande loi qui définit la laïcité. Et par rapport à la question d'ailleurs de tout à l'heure, ce qui est amusant, c'est que le mot laïcité n'intervient jamais dans la loi de 1905. Ce qui prouve bien qu'on peut faire une loi fondatrice de la laïcité et ne pas utiliser forcément le terme. Car ce qui compte, c'est effectivement son contenu. Alors, dans la loi de 1905, je dirais qu'il y a un socle, qui à mon avis est fondamental, indépassable, qui est fourni par les deux premiers articles de la loi de 1905. Le fait que la République garantit le libre exercice des cultes et la liberté de conscience, donc de croire ou de ne pas croire, et le fait que la République ne reconnaît, ne salarie et ne subventionne aucun culte. Je crois que c'est fondamental. Après, il y a toute une série de dispositions qui existent déjà en 1905 et qui ont été plusieurs fois transformées, parce que la loi de 1905, effectivement, a été retouchée en 1906, 1907, 1909, j'ai oublié le nombre exact de dispositions, mais comme on sait que la papauté, qui était la principale intéressée du côté des religions, a refusé l'application de la loi, de toute façon, dès le vote de la loi, la République a dû trouver d'autres solutions. Moi, ce que j'ai entendu dire pour les dispositions qui étaient prévues, je dirais qu'il y a deux choses. Si c'est pour dire qu'on peut revoir l'aménagement entre associations cultuelles et associations selon la loi de 1901, association civile, enfin la loi de 1901 prévoit la distinction entre les deux, je dirais qu'un républicain laïque habitué au débat du début du siècle n'est pas surpris, n'est pas choqué, parce que le débat existe déjà à l'époque. Et justement, une des réponses de Jaurès, c'est de dire, si la papauté refuse la loi de 1905, en gros, c'était pas très grave, on va faire avec la loi de 1901. La loi, finalement, n'est vraiment entrée en application, on peut dire qu'avec, dans les années 20, avec les accords entre la République et le Vatican négociés par Briand, enfin, bon, je vais pas refaire toute l'histoire, mais ça me paraît être tout à fait discutable. Après, bon, il faut voir effectivement quelles sont les dispositions concrètes. Ce qui me paraît devoir poser problème, c'est si le législateur voulait introduire la notion de mesures spécifiques à l'égard d'une religion, l'islam en l'occurrence, en disant que pour des raisons d'ordre public, il faut des dispositifs particuliers pour l'islam et que la République doit veiller à l'organisation, à la constitution du culte musulman, d'une manière qui serait dérogatoire à ce qui se passe pour les juifs, les catholiques, les protestants, les bouddhistes. Alors là, ça serait en contradiction flagrante, non seulement avec la loi de 1905, mais je dirais avec les principes de base de la laïcité.
Donc là, il faut dire non. Les rapports entre la République et l'islam doivent être régis selon les principes laïques qui valent pour toutes les religions. Et nous sommes de retour. Benoît, merci beaucoup pour cette interview hyper intéressante. Alors moi je vous conseille un livre de Gilles Candard qui est une biographie de Jaurès. Vous avez tout un chapitre sur l'adoption de la loi de 1905 et comme il nous l'a montré, cette loi est importante aujourd'hui, est en discussion, vous l'avez vu comme nous, et peut-être faut-il analyser de près cette éventuelle remise en cause de la loi de 1905, d'ajustement comme on parle. Mais deuxième interview, plus cette fois-ci ciblée sur l'éducation. Sur l'éducation. Donc on a interviewé Yanis Roder. Donc Yanis Roder est professeur en collège, professeur d'histoire-géographie. Il est aussi formateur au mémorial de la Shoah et membre de l'Observatoire de l'éducation à la Fondation Jean Jaurès. On lui a posé des questions sur comment faire vivre ce principe dans les classes et la question aussi de la formation des professeurs et plus largement des éducateurs. On écoute Yanis Roder. Liberté, égalité, fraternité sont des valeurs qu'on voudrait universelles. Comment les traduire dans les actes et les intentions et comment les faire vivre dans notre école? Question très compliquée. Est-ce que l'école est le lieu où les valeurs qui composent le socle de notre démocratie doivent être, est le lieu dans lequel elles doivent être vécues? Moi je crois d'abord que l'école est le lieu dans lequel elles doivent être comprises. Et pour être comprises, elles doivent être mises en perspective. D'abord, la première chose, me semble-t-il, que l'on doit faire avec les élèves, c'est de leur expliquer que ces valeurs, cette devise républicaine, ce sont des valeurs vers lesquelles nous tendons. Qu'en termes absolus, aucun pays au monde ne peut se dire, voilà, nous avons atteint une liberté absolue, nous avons atteint une égalité absolue. Cela n'existe pas et malheureusement, je crois que cela n'existera jamais. Néanmoins, il faut que nous tendions vers plus d'égalité, vers plus de liberté et, nous l'espérons aussi, vers plus de fraternité. Ça, c'est la première chose, je crois, à dire à nos élèves. La deuxième chose, c'est de comprendre d'où viennent ces valeurs, d'où vient cette devise républicaine, ce qu'elle signifie en termes historiques, c'est-à-dire de l'inscrire dans un temps long. Notre liberté, nos libertés, individuelles et collectives aujourd'hui, ne sont pas celles dont jouissaient ou ne jouissaient pas les Français il y a 100 ans, il y a 200 ans, il y a 300 ans. Expliquer que nous allons vers plus de liberté, vers plus d'égalité, vers plus de fraternité. Et montrer, en mettant en perspective historique, c'est le prof d'histoire qui parle, combien nous progressons. Combien il nous reste à faire, bien sûr, mais combien nous progressons vers plus de liberté, plus d'égalité, plus de fraternité. Alors, quelle formation des enseignants, des personnels de l'éducation pour faire partager aux élèves les valeurs de la République? La formation, elle doit, me semble-t-il, d'abord être sur la perception des enjeux. Pourquoi ces valeurs sont importantes, pourquoi elles doivent être défendues, et notamment défendues par l'école républicaine, et pourquoi c'est important d'être formé sur ces questions. Et finalement, quels sont les enjeux? Il se trouve que aujourd'hui, une partie, je ne saurais la chiffrer évidemment, mais en tout cas quelques collègues n'ont pas toujours nécessairement conscience de ce qui se joue dans les transgressions, très ponctuellement, par certains élèves des valeurs de notre République et donc de notre école. Et je crois que l'essentiel serait d'abord de faire comprendre, de faire apprendre en fait à nos jeunes collègues, notamment qui entrent dans le métier, en quoi c'est important et quels sont les enjeux. Pourquoi ces valeurs, quelle est leur histoire, quelles sont leurs histoires, et inscrire ces valeurs dans un temps long et dans une progression. Et la question par exemple de la laïcité, qui est une question qui revient régulièrement, comprendre en quoi la laïcité est un facteur de paix, notamment dans notre école, c'est une liberté. Faire comprendre c'est une liberté, que c'est un facteur de paix. Et que c'est quelque chose qui a permis d'améliorer et permet à tous de se côtoyer, d'apprendre des choses qui sont les mêmes pour tous, qui sont vérifiables scientifiquement et qui sont acceptables finalement par tous. C'est le rôle de l'école, c'est aussi parce qu'elle est laïque qu'elle permet cela. Et il faut que nos collègues perçoivent ces enjeux-là, et pour percevoir ces enjeux-là, il faut les former effectivement sur ces questions, et d'abord les former sur ce que cela signifie en termes civiques et politiques.
Et bonjour à toutes celles qui nous ont rejoints, Fabienne, Anne, je ne sais plus, Tiffaine. Bien sûr, c'est super que vous soyez là. Donc Yanis Roder, vous pouvez aussi lire son livre qui s'appelle « Allons enfants, la République vous appelle » et dans laquelle il fait part de son expérience d'éducateur, de professeur d'histoire géo, donc dans un collège dans le 93, et il parle aussi du projet qu'il a monté avec France Inter et qui s'appelle Interclasse. Et maintenant, Karine, est-ce que tu peux nous dire une dernière interview, mais tout aussi bien que les deux premières, une interview d'Ismaël Ferrat. Alors Ismaël Ferrat, oula, je suis floue, t'es floue, regarde moi aussi maintenant, je l'ai pas mal au cœur. Alors, c'est malin les directs. Ismaël Ferrat est maître de conférence à l'université de Picardie, donc à l'ESP d'Amiens. Il est aussi chercheur rattaché au laboratoire CAREF. Alors CAREF, c'est le centre amiénois de recherche en éducation et en formation. Et donc il a accepté de répondre à nos questions, entre autres, c'est quoi en fait un référent laïcité et il doit faire quoi ? C'est quoi cette fonction un petit peu particulière ? Juste avant, une petite précision, l'interview d'Ismaël Ferrat ne sera pas surtitrée comme d'habitude, mais elle sera surtitrée sur notre chaîne YouTube. Voilà. Alors parce que sur notre chaîne YouTube, vous pouvez évidemment retrouver toutes nos interviews, donc on en a plus d'une 60aine maintenant. C'est beau. Et donc elles seront donc là, vous pourrez les trouver donc dans la rubrique interview du secteur société, et puis bien entendu toujours les rendez-vous société sont aussi disponibles en replay sur notre chaîne YouTube. Mais tout de suite, Ismaël Ferrat. Vous êtes le référent de laïcité de votre SP. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste cette fonction ? La fonction de référent laïcité est une fonction qui n'est pas propre à l'SP. On la retrouve au fait dans plusieurs types de réseaux publics. La préfecture, qui sont parmi les touchés par le sujet, les académies qui bénéficient aussi de référents laïcité, et enfin les SP. Alors la fonction a été créée en janvier 2015 au moment des attentats donc de Charlie Hebdo, suite au plan pour les valeurs de la République qui avait été édicté par la ministre de l'Éducation le 22 janvier 2015. Cette fonction, elle est relativement souple. C'est l'idée qu'il faille infuser dans les programmes, les plans de formation, les pratiques pédagogiques dans les SP, les valeurs de la République. Ce qui était déjà fait, mais là, ça a été formalisé en quelque sorte par une nouvelle fonction qui est cette fonction de référent laïcité, qui est le plus souvent occupée par un enseignant ou une enseignante de l'ESP. À partir de vos recherches actuelles, pouvez-vous nous expliquer pourquoi la laïcité fait autant débat aujourd'hui dans la société française ? Déjà, on peut essayer de mesurer, en quelque sorte, l'influence et l'intensité de ces débats. On peut le mesurer, par exemple, en prenant les références à la laïcité dans les archives de la télévision publique, l'INA. On voit que depuis les années 80, il y a une forte augmentation des occurrences du mot laïcité dans les différents supports de la télévision publique. Même chose pour les titres d'ouvrages. Si on compte les titres d'ouvrages qui intègrent le mot laïcité, on se rend compte qu'il y a une espèce d'inflation éditoriale depuis les années 80 sur le sujet. Ce qui est assez intéressant, c'est que cette inflation, elle apparaît à un moment particulier, c'est 89. Ce n'est pas un hasard, c'est l'affaire du foulard. La première affaire du foulard à Creil, donc dans le nord de la France, en Picardie d'ailleurs, où donc 3 collégiennes sont entrées dans un collège voilé à la rentrée 89, suscitant un débat qui a été extrêmement vif dans la société française. On se rend compte depuis cette période qu'il y a une espèce d'augmentation permanente du sujet dans l'espace public, ce qui rend très difficile son refroidissement. 94, exclusion collective à Lille, au lycée Faidherbe. 2003, relance de l'affaire du foulard, à la fois par une commission parlementaire, une commission dite Stasi, commandée par le président, et une affaire qui a peut-être été un peu oubliée, l'affaire des sœurs Lévy à Aubervilliers, 2 lycéennes qui avaient été exclues à l'époque donc de leur établissement. Le vote de la loi en 2004 qui interdit les signes religieux ostensibles dans les écoles publiques n'a pas véritablement refroidi le sujet, même si le sujet du foulard s'est refroidi à ce moment-là. D'autres sujets sont apparus. On peut les citer, l'affaire Babylou, le burkini, la question des mères accompagnatrices, la question des tenues dites ostensibles, par exemple les jupes longues. En quelque sorte, il y a une espèce de poursuite permanente de nouveaux sujets ou de nouveaux champs de conflit, ce qui contribue en retour à passionner le débat et à rendre très difficile l'apparition d'un consensus. Prenons un exemple. À quelle limite fixons-nous l'application du principe de laïcité chez les usagers du service public ?
Sujet très compliqué puisque la loi à l'origine touchait d'abord les agents. Et effectivement, depuis 89, on a eu un tournant où désormais ce sont moins les agents qui sont touchés que les usagers, ce qui bien évidemment entraîne une inflation permanente, en quelque sorte, à la fois des conflits mais aussi des débats sur le sujet. Comment concilier fraternité et laïcité dans l'enseignement ? Ça pose une question plus globale qui est celle de comment enseigner la laïcité, ce qui est un sujet pas si évident quand on y réfléchit bien. Relier laïcité et fraternité suppose de réintégrer la laïcité parmi les valeurs de la République. Pour la petite histoire, il y avait un ministre qui avait pensé à le faire lorsqu'on commençait à mettre l'accent sur la laïcité, c'est Gilles de Robien, en 2006, qui avait dit « Attention, il faut intégrer avant tout et d'abord les valeurs de la République qui sont définies par le triptyque républicain, liberté, égalité, fraternité. La laïcité venant en conséquence de cela. » Donc ce point est important, effectivement, réintégrer la laïcité à d'autres enseignements républicains, enfin d'autres valeurs républicaines, c'est un élément fondamental. C'est d'autant plus fondamental au fait que cet enjeu, il porte sur un autre point sensible de cette question pédagogique, c'est éviter de présenter la laïcité comme une mesure répressive, ce qui parfois peut apparaître chez certains élèves. Présenter la laïcité comme une valeur émancipatrice, c'est rappeler qu'elle est libératrice. Et donc, rappeler que cette laïcité est libératrice, c'est éviter de faire en sorte qu'elle soit vue comme étant répressive, clivante ou punissant certaines convictions religieuses. On peut penser à certaines confessions qui sont régulièrement visées. Donc effectivement, relier laïcité et fraternité, c'est une manière en quelque sorte de sortir d'une vision peut-être faussement répressive de la laïcité pour arriver effectivement vers une lecture plus fraternelle en quelque sorte de celle-ci. Eh bien, ça touche à sa fin. Karine, viens. Attendez, faut pas qu'on soit flou. Ouais, on va être flou, Voilà. pas. Donc voilà, merci d'avoir été nombreuses, parce que alors moi j'ai dit faites-nous un petit coucou et je n'ai vu que des femmes nous faire un petit coucou. Alors voilà, donc il y a peut-être des hommes là derrière leur écran mais on les voit pas. Donc tant pis pour eux, voilà. Non, c'est chouette, et oui, donc du coup elles avaient répondu aussi, mais on a un petit décalage en fait entre vos réponses et nous, notre temps de diffusion, et donc c'est dommage parce qu'effectivement, voilà. Elles se font coucou entre elles, coucou Anne, c'est bien, bon il y a de l'ambiance. Alors donc du coup journée du 9 décembre. Journée du 9 décembre, on en a parlé, ça y est. Donc ça, Benoît nous en a parlé. C'est bon. On rappelle à partir du 29 novembre et jusqu'au 10h. 6 décembre, on vote une SA et on fait voter une SA. Alors un tout petit truc sur le 9 novembre. Le 9 décembre, ça tombe un dimanche cette année. Donc voilà, sans doute que ce sera la semaine précédente, la semaine après, qu'il y aura un certain nombre d'initiatives dans les écoles ou les établissements scolaires. Voilà, et puis alors donc, Anne a dit vous êtes beau. Oh, merci Anne. Merci, toi aussi. Anne. Tu es belle, toi aussi. Donc, rendez-vous, donc le prochain rendez-vous société aura lieu le 18 décembre. Oh là, 18 décembre, donc on vous réserve des surprises. Et justement, une des surprises, alors là, les interviews finalement, là, ça va être un direct un petit peu particulier. C'est-à-dire que là, on aura besoin de vous. C'est-à-dire que vous, on va vous demander de venir et on va vous donner la parole. On a parlé fraternité avec des intervenants qui justement nous ont expliqué donc ce qu'était cette notion. Mais vous, au quotidien, dans votre métier, comment vous vivez la fraternité et comment ça se passe. Et donc du coup, appel à témoins. Appel à témoins. Appel à témoins. Donc venez, ceux qui veulent venir, voilà, on vous donne la parole. Le rendez-vous société vous donne la parole donc le 18 décembre. Et c'est pourquoi, donc voilà, si Fabienne, Tiffaine, Anne veulent venir justement nous parler de fraternité et comment elles le vivent au quotidien dans leur métier, bien écoutez, nous vous attendons en direct. Vous viendrez, vous verrez les coulisses du rendez-vous société. Ça, c'est pas rien, les coulisses. Non, c'est merveilleux. Ça, c'est pas pour faire du teasing, mais il y a quand même... N'est-ce pas, Benoît? C'est impressionnant. Et puis voilà, et puis vous verrez Martine et Alain. Voilà, à Paris, le Louvre. Donc voilà, donc ça peut être chouette. Ou Ivry. Voilà, ou Ivry. Voilà, peut-être le Père Noël aussi. Oui, le Père Noël. On verra. Donc voilà, et puis bien entendu, donc toutes ces interviews et le rendez-vous société, on peut le voir en replay. Voilà, en replay sur notre chaîne YouTube, mais aussi sur Facebook. Ça va continuer à passer. Partagez l'événement, n'hésitez pas avec tous vos contacts. Et puis je crois qu'on a tout dit. Là. Ouais, on a tout dit. Donc, c'était bien, voilà, pas de commentaires, non. Voilà. Bon, au revoir, à bientôt. À bientôt. Au 18 décembre. Mais oui. Et puis votez bien. Votez bien. Votez une SA.
29 novembre au Au 6 6 décembre. décembre, on vote une ça. Dans 2 jours. Oui, 10 heures. 10 heures. Voter une ça. Du coup, ça fait moins de 2 jours là, non? Bah ouais, Ça fait un moins de peu, 48 mais heures. il faut voter une ça. Allez, qu'est-ce qu'on fait à partir du 29? 10 heures? On Bah, vote. on vote une ça. Une ça. Pour agir avec vous. Pour agir Pour avec agir. vous. Pour Exactement. Agir avec vous. Ah ouais, alors ça c'est bon, ça. Agir avec vous. Non, c'est... Bon bah allez, au revoir. Eh ben, Évidemment, le secteur société fait tout pour se faire remarquer.